Bonsoir à toutes et à tous et merci de retrouver cette autre édition de La Palabre Intellectuelle. Aujourd'hui, nous sommes au cœur de la visite annoncée d'Emmanuel Macron sur le continent africain. Le président français qui notamment se rendra donc au Cameroun. Et pour beaucoup d'analystes, il est aujourd'hui poussé dans cette initiative par la montée en puissance de la Russie sur le continent. La Russie, on le voit notamment au Cameroun, qui a signé récemment des accords de défense avec le Cameroun, qui est cette grande puissance donc économique de l'Afrique centrale. La France qui, d'un côté, partenaire historique du Cameroun, d'un côté ne compte pas laisser tout cela aller d'un seul trait. La France qui va donc tenter de persuader le Cameroun de ne pas aller jusqu'au bout de cette initiative. Rappelez que cet accord doit encore être donc présenté à l'Assemblée nationale avant d'être promulgué en cas d'adoption donc par le président de la République, Emmanuel Macron, qui aura donc à cœur, qui va donc tenter de persuader le président camerounais de faire machine arrière. Emmanuel Macron qui vient également parce que le gaz russe est complètement, de plus en plus se présente comme hors de portée de l'Europe, et qui va donc tenter de trouver des ressources gazières, notamment au Cameroun, pour tenter donc de construire une sorte d'affranchissement de la consommation de gaz russe. Voilà, ce soir, mesdames et messieurs, nous plantons le décor pour tenter de comprendre cette visite d'Emmanuel Macron, que beaucoup de spécialistes présentent déjà comme étant une visite visant à contrer la montée en puissance de la Russie sur le continent africain. Bienvenue à toutes et à tous. Nos invités sont déjà installés en multiplex. On va les recevoir dans quelques instants. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Retour donc sur le plateau de La Palabre Intellectuelle. Et voilà, messieurs, je commence à vous voir. Jimmy Delecdo, vous êtes politique. Je vous dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Henri Atangada Medou, vous êtes analyste politique également. Bonsoir et bienvenue. Linda Labaoui, vous êtes également là. J'espère que vous avez un retour, parce que moi je vous vois très bien. Je ne sais pas si vous avez un retour, Linda. Je vous dis bonsoir et bienvenue. On n'a pas de son. Effectivement, pas de son. Bonsoir également à Christian Dioko, qui est analyste politique. Messieurs, vous n'avez pas de retour, donc on va peut-être attendre un peu, le temps que vous puissiez donc, qu'on puisse établir la liaison, afin que nous puissions donc échanger sur le plateau de La Palabre Intellectuelle pour commenter cette arrivée annoncée d'Emmanuel Macron. Voilà, cette mini tournée africaine qui devrait être très très rapide, une tournée qui, pour beaucoup d'analystes, vise aujourd'hui à repositionner la France par rapport à la montée en puissance de la Russie. Dans les discours annoncés, la France devrait également commencer à faire des précisions quant à ce que sera sa future politique étrangère, notamment vis-à-vis des États du continent africain. Beaucoup un changement de paradigme qui se précise, et dont on pourrait commencer à voir quelques esquisses durant cette visite d'Emmanuel Macron. Alors je vais tenter de vous retrouver à nouveau. Jimmy Delecdo, vous êtes analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vous vois pas. Bonsoir également Henri Atangada Medou, voilà, analyste politique, expert en sécurité maritime. Bonsoir. Bonsoir. Linda Labaoui, est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir. Christian Dioko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, je ne sais pas si vous me recevez. Oui, nous vous recevons. Voilà, ça va s'améliorer très très rapidement, ce qui devrait donc nous permettre de pouvoir échanger tranquillement autour de la question. Alors, je vais commencer par vous, Jimmy Delecdo. Voilà, Emmanuel Macron annoncé donc en Afrique et au Cameroun. On va rappeler que le Cameroun n'est pas le pays fréquenté par excellence des chefs d'État français. Pour Emmanuel Macron, par exemple, ce sera la toute première visite, alors qu'il a d'ores et déjà bouclé un premier mandat. Alors pour vous, pourquoi est-ce qu'il vient? Alors d'abord, je voudrais dire qu'il a d'abord... Alors d'abord, bonjour à tous et merci de m'avoir invité. D'abord dire que Emmanuel Macron, il a bouclé un premier mandat avec beaucoup d'obstacles à passer. Le premier obstacle qu'il a dû passer, ici, c'est l'opinion publique qui était clairement contre lui. Encore une fois, ce qui a fait élire Emmanuel Macron en France,
ce n'est pas la validation de l'opinion publique française, du peuple français, c'est les rouages électoralistes bourgeois qui l'ont fait réélire. Donc ensuite, je pense tout simplement que s'il s'apprête à faire une tournée au Cameroun, et je crois ensuite qu'il va s'orienter vers le Niger, je crois. Le Cameroun, en tout cas, il va commencer par là. Et pourquoi? Parce que il sent bien que ces colonies, les néocolonies, les pays débiteurs, ce qu'on appelle les pays débiteurs, parce que malheureusement, la plupart des pays africains sont des pays débiteurs, dont les pays rentiers. Les pays rentiers sont les différents pays impérialistes, évidemment. Alors, on sait que il s'apprête à venir au Cameroun, alors que le 12 avril, ce n'est peut-être pas anodin, parce que le 12 avril dernier, il y a un accord militaire. On se rappellera qu'un accord militaire avait été signé entre le Cameroun et la Russie. Le 12 avril, juste avant l'intervention de la Russie en Ukraine, le 24 avril, donc, et que le même type d'accord avait été signé aussi entre le Bénin, le Niger et la Russie. C'est pas simplement des accords, c'est pas des accords. Alors, ce qui a été signé, et tant mieux pour ces pays-là, s'ils ont signé des accords et qu'ils vont pouvoir, c'est des accords de coopération, j'espère d'amitié, et qui va permettre un essor des différents pays africains, de libérer du joug impérialiste, et en tout cas de se développer économiquement, de se libérer du joug impérialiste pour se développer économiquement, socialement, politiquement. Et je pense que effectivement, encore une fois, le peuple africain, je pense, aura toute sa place, de même que le peuple français, évidemment. On parle d'un front commun des différents peuples. Et je pense qu'on a tous un rôle à jouer avec le continent asiatique qui se développe à l'est. Alors, il vient parce que tout simplement, il y a ces accords-là. Pour finaliser ce que je disais, c'est que les accords, c'est pas simplement, c'est des accords militaires. C'est un véritable soutien logistique qui sera apporté au Cameroun par la Russie. Mais c'est pas seulement la Russie qui a signé un accord à travers ces accords. Le Cameroun, le Bénin et le Niger ne signent pas simplement un accord avec la Russie. C'est un véritable pacte, je crois, un pacte d'amitié, ce sont de nouvelles relations commerciales, d'amitié, de nouvelles relations politiques, sociales, qui amorcent un travail de rapprochement entre le continent africain et le continent eurasiatique qui se développe. Vous voyez, donc le peuple africain, je pense que bonne partie du peuple africain il a une certaine expérience de la lutte. Le peuple africain, il est humble, il a une certaine expérience de la lutte. On sait, je pense notamment à la période cubaine, lors de la révolution cubaine, etc. Déjà à l'époque, on a vu que le peuple africain était très combatif. Merci. Et heureusement d'ailleurs. Merci. Alors, on va élargir très rapidement sur le premier point. Est-ce qu'Emmanuel Macron s'en va au Cameroun en terrain conquis? C'est le premier point que je vous propose ce soir, messieurs. Et je voudrais vous donner la parole. Henri Atanganamodou, est-ce qu'Emmanuel Macron va dans ce qu'on pourrait appeler une néocolonie? Rappelez que la France a perdu près de 70% de ses intérêts économiques au Cameroun en 15 ans. Voilà, a déclaré d'ailleurs il y a un peu plus d'un an aujourd'hui l'ambassadeur de France au Cameroun devant les étudiants de l'Institut national des relations internationales. Alors pour vous, est-ce qu'au-delà de tout cela, vu ce qui pourrait rester comme intérêt français, est-ce qu'on peut dire que qu'Emmanuel Macron vient ici en terrain conquis? Oui, voilà, il faut préciser d'ailleurs que quand il parle de la perte des 70%, 70% pour le collège, il parle bien des parts de marché au Cameroun. Ça, c'est ce qu'ils ont perdu. C'est-à-dire les entreprises françaises perdent ces parts de marché-là au Cameroun. En contrepartie, le Cameroun, lui, qu'est-ce qu'il a comme part de marché en France? On n'en parle presque jamais. Il faut aussi qu'on en parle souvent de temps en temps. Ce qu'on gagne comme part de marché en France, c'est quand même encore des relations qui sont supposées être bilatérales. Donc, on ne peut pas nous traiter comme ça, juste comme des vaches à traire. On parle de ce qu'ils ont perdu. On ne parle jamais de ce que nous, on a gagné, encore moins ce qu'on aurait perdu. Encore faut-il qu'on gagne quelque chose. Donc, ça, c'est vrai. En fait, la France va perdre ses parts de marché parce que elle était, après les indépendances, après la Deuxième Guerre mondiale, en terrain conquis. Faut dire pourquoi terrain conquis.
Parce que ce qu'on appelle ONU n'est qu'un ordre mondial. Et le bras politique de l'ONU en Afrique, c'était la France. Un peu comme une terre gardée. La preuve, vous n'avez jamais entendu des Américains critiquer le franc CFA. Là-bas, vous faites ce que vous voulez. Nous, on a quand même le dollar, ce papier qu'on donne à tout le monde entier pour faire ce que vous voulez. Là, c'est la première chose. Et alors, tout ça, c'était la raison pour laquelle cette France, comme Luc Michel dit souvent, était arrogante en Afrique. C'est-à-dire qu'elle ne se souciait même pas de conserver ce qui faisait vivre. On a entendu Jacques Chirac dire que la plus grande partie de ce qu'il y a dans le portefeuille des Français vient de l'Afrique. Elle ne prenait même pas la peine de cajoler cette Afrique-là. Il n'y a qu'à regarder comment les personnes d'origine africaine sont traitées en France. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'attitude, je vais pas dire racisme, mais il y a quand même quelque chose à voir là. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'on fait d'égal à égal. Maintenant, les Chinois sont venus s'installer. C'est pour ça que vous dites que la France a perdu une partie de son marché, parce que les Chinois sont arrivés. En même temps, il y a des positionnements géostratégiques russes. Voilà, même si le positionnement s'est fort effectué en République centrafricaine, de façon modérée au Tchad, parce que là aussi c'est assez difficile, mais on a quand même vu le Cameroun, l'un des pays de l'Afrique centrale, prendre des libertés en termes de liberté militaire. Je vous rappelle qu'il n'y a pas vraiment de base militaire française au Cameroun. C'est-à-dire on a quand même une armée, on est quand même assez indépendant. Et la guerre en Russie, le pétrole, les crises en Europe, je vous rappelle en passant qu'on en parle peu dans les médias français, mais en Hongrie, ça se passe pas très bien. Le premier ministre de la Hongrie est sorti pour dire, écoutez, les sanctions que vous avez infligées à l'Ukraine, bah voilà, ça va nous déstabiliser, ça va nous appauvrir. Et il y a aussi le parti 5 étoiles en Italie, qui a ouvertement critiqué les sanctions imposées à l'Ukraine. En Allemagne, on prévoit 6 millions de pertes d'emplois à cause des sanctions. Au Canada, vous vous souvenez de l'affaire de Nord Stream 1. Les Russes avaient besoin de turbines pour propulser le gaz dans Nord Stream 1. Et que, ben voilà, à cause des sanctions, ces turbines qui ont été bloquées au Canada. Le Canada a dû céder. Bref, on anticipe ces sanctions comme étant très très mauvaises. On anticipe une Europe qui est décadente, avec des sanctions qui ont été très réfléchies. Il faut trouver des solutions. La solution, c'est les pays de l'OPEP, dont eux, ils sont déjà habitués à cet exercice. Je pourrais développer, mais je ne vais pas développer pour l'instant, sinon mon premier jet risque de prendre du temps. Et puis, ils ont essayé d'aller vers l'Algérie, le gaz de l'Algérie. Et puis il y a aussi et puis il reste les pays d'Afrique centrale, le Gabon, le Cameroun, ces pays qui ont le pétrole. Il faut donc essayer de se repositionner. Je rappelle aussi que M. Macron, pour répondre à votre question, on se souvient que il avait adopté une diplomatie camerounaise des salons de vente de porc de jambon. Vous vous souvenez de monsieur dont on ne sait pas très bien si les Camerounais ou de quel pays qui criait Messier Macron. Il y a des dictateurs au Cameroun. Et monsieur Macron lui a dit, donnez-moi les noms des dictateurs, j'appelle bien. Vous voyez un peu le genre de diplomatie méprisante que monsieur Macron a instauré avec le Cameroun. Vous vous souvenez encore de ce non-aime qu'on a vu dernièrement en train d'interpeller Macron, lui et les Camerounais, et qui estimait qu'après son entretien avec Macron, qui disait, mais au Cameroun, il a été un dieu. Mais ici, on peut bavarder avec monsieur Macron. J'avais envie de lui dire que, vous savez, aux États-Unis, Biden est un dieu pour Macron, son dieu. Autant dire tout de suite qu'il ne va pas en terre conquise. J'essaie d'être vrai parce que nous sommes nombreux et beaucoup de gens auront envie d'intervenir. Donc voilà le tableau. Il a besoin d'aller en Afrique. Il a besoin d'aller spécifiquement au Cameroun parce que le Cameroun a toujours été un pilier de cette zone-là de l'Afrique centrale. C'est un gros pilier et il a donc besoin d'y aller, mais il n'y va pas en terre conquise.
Parce que moi, je me rappellerai toujours le mépris avec lequel il a traité notre chef d'État. D'ailleurs, dans la visite officielle du chef d'État camerounais en France, donc il a laissé des personnes aller carrément l'agresser. Ne confondons pas les revendications pacifiques aux agressions pacifiques. Quand vous rentrez dans le tête d'un chef d'État et que vous l'agressez, verbalement, on n'est plus dans la revendication pacifique. On est dans l'agression physique. Ça ne serait pas arrivé à M. Joe Biden. Le périmètre de sécurité n'aurait permis à personne de venir là. Enfin, personnellement, j'ai quand même ras-le-bol d'être traité de sous-homme. En tout cas, quand on traite mon chef d'État comme ça, moi, en tant que Canadien, je suis ulcéré. C'est le moins que je puisse dire. Autant dire qu'il ne va pas en terre conquise. Il ne va pas en terre conquise. Même si nous avons quand même la réputation d'être beaucoup plus diplomates. Alors pour vous, il ne va pas en terre conquise. On voit que les opinions divergent déjà sur la question. Pour Jimmy Deledou tout à l'heure, il s'agit toujours, il s'agit d'un partenaire historique si on veut être poli, ou alors il s'agit simplement d'une néocolonie. Mais pour vous, Henri Atangana Medou, ce n'est pas aujourd'hui, on ne peut pas parler de terrain conquis quand on parle de la France en parlant du Cameroun, parce que déjà il n'y a pas de base militaire étrangère française. Enfin, il n'y a même pas de base militaire étrangère au Cameroun. Pour ne pas dire qu'il n'y a pas de base militaire étrangère française. On sait aussi que le Cameroun n'est pas le pays que les chefs d'État français de ces 10 dernières, voire ces 15 dernières années visitent naturellement. On sait aussi que le président Biya ne va pas naturellement en France. Parfois, il a mis jusqu'à 15 ans sans s'y rendre. Alors, Linda Laboui, je vous retrouve. Est-ce que pour vous, ou alors plutôt, me signale-t-on, Christian Djoko, alors quelle est votre opinion là-dessus, entre les relations historiques et puis les derniers développements, notamment avec le président Biya et son approche? Merci de me passer la parole une fois de plus. Bonjour, bonsoir à tous. Donc, je vais le dire clairement, c'est le déplacement du président Macron au Cameroun est en réalité un échec pour le peuple camerounais. Ça, il faut le dire clairement. Parce que Monsieur Macron va au Cameroun pour valider en réalité la succession de Monsieur Biya. Monsieur Macron va au Cameroun en terrain conquis, il faut le dire clairement. Le Cameroun reste et demeure une colonie française. Vous comprenez que je ne peux pas vous laisser. Je vais rapidement profiter, justement, puisque vous semblez très informé. Vous allez peut-être nous renseigner sur qui serait ce successeur-là que Emmanuel Macron viendrait valider, parce que vous semblez être dans le secret des dieux. Alors, partagez la vérité avec nous, pourquoi pas. Alors, voilà. Qui ce serait cette personne? Il faut le dire clairement, Monsieur Biya a mis du temps, déjà. Il a aujourd'hui 89 ans, si je ne m'abuse. On a pu tous le constater, il est fatigué. On a pu le voir d'ailleurs lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, lors du match d'ouverture. On a pu voir Madame Biya recevoir des honneurs militaires à la place quasiment de son époux, en réalité chef d'État du Cameroun. Il est question aujourd'hui de trouver qui va succéder à Monsieur Biya. Et c'est ça le véritable problème. Maintenant, au niveau de la succession, vous avez tous noté que aujourd'hui, il ne se passe pas un mois au Cameroun sans qu'on note des affiches de Franck Biya. Il existe un groupe au Cameroun, un groupe de partisans de Franck Biya, un groupe qui souhaite voir Franck Biya succéder à son père. Donc, il faut le dire clairement. C'est dans cette direction qu'on s'en va. Monsieur Macron va au Cameroun pour accomplir ce qu'il a accompli. C'était plus précisément le 22 avril dernier. Si je m'abuse, je suis exact, le 22 avril 2021 à N'Djamena, où il est parti valider la succession du fils d'Ebi. Donc la succession du père d'Ebi passe par le fils. Maintenant, en ce qui concerne le cas du Cameroun, il faut préciser également que Monsieur Biya permettez qu'on aille un peu plus loin avec vous, parce que vous avez fait des déclarations assez fortes. Vous comprenez qu'il est tout à fait normal que je revienne sur certains points avec vous. Alors, vous évoquez une validation qui aurait eu lieu au Tchad, où le président Macron, en arrivant, on se souvient qu'il y a des Mirage 2000 qui avaient décollé pour pilonner les positions rebelles. La France, qui a un peu plus qui a un peu plus de 3000 hommes, 3500 hommes qui sont stationés
stationnés au Tchad sur différentes bases militaires de N'Djamena jusque dans la partie nord du pays. Le Gabon également, c'est pareil, un peu plus de 4000 hommes stationnés sur place sur plusieurs bases militaires. Et donc là, on peut estimer que la France, dans ces deux pays-là, a des moyens de pression pour pouvoir, à un moment donné, influencer justement le jeu politique, notamment en utilisant, pourquoi pas, à un moment donné, un contexte sécuritaire qui pourrait être en sa faveur. Alors, dans le cas du Cameroun, qu'est-ce qui donne le pouvoir à la France de pouvoir imposer sur l'échiquier politique, vu qu'elle n'a aucun militaire au Cameroun? La France n'a certes aucun militaire au Cameroun, mais c'est pas très compliqué pour la France de quitter Libreville ou même de quitter N'Djamena pour le Cameroun. Regardons, notons quand même que l'armée du Cameroun n'est pas une armée conventionnelle capable de lutter contre une autre véritable armée. Remarquons que l'armée du Cameroun a des difficultés depuis une dizaine d'années contre les terroristes de Boko Haram. L'armée du Cameroun a des difficultés dans le nord-est et le sud du Cameroun. Il faut le dire clairement, l'armée du Cameroun ne peut pas faire le poids. Si Monsieur Macron venait à décider aujourd'hui de changer le pouvoir au Cameroun, il faut le dire clairement, il le ferait. Ça, il faut le dire clairement, il le ferait. Et on a l'honnêteté de le reconnaître. Il va au Cameroun en terrain conquis. Et justement, Monsieur Biya a été assez malin pour aller en Russie. Monsieur Biya est allé en Russie afin de faire pression sur Monsieur Macron. Donc, après le départ de Monsieur Biya pour la Russie, Monsieur Macron vient au Cameroun lui faire des propositions qui vont également l'enchanter. Une chose est certaine, c'est que on va aborder les autres points. Linda Pachoté, il y a Jimmy, c'est une affaire camerouno-camerounaise. Il y a Henri Atangana qui souhaite réagir. Alors l'armée camerounaise, citée en référence par les États-Unis dans la lutte, notamment contre la piraterie dans le golfe de Guinée, l'école de guerre de Yaoundé où les Américains y vont constamment en célébrant toujours cette armée camerounaise là qui sécurise le golfe de Guinée. Haram, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui disait que c'était l'une des armées les plus agressives du continent, celle-là même qui a tenu peut-être contre Boko Haram alors que le nord du Nigeria a été envahi. Alors on est quand même un peu surpris. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, de voir M. Djoko avec autant de pessimisme quand cette même armée camerounaise a déjà perdu plus de 3000 hommes dans la guerre contre Boko Haram. Vous avez bien deviné, j'avais envie de réagir parce que j'étais en train de vouloir m'inscrire en faux par rapport à ça. L'armée du Cameroun aurait eu des difficultés contre Boko Haram. Pas vraiment. Rappelons ce que c'est que Boko Haram. Boko Haram était installé au Nigeria et attaquait le Cameroun dans une guerre non conventionnelle et faisait des replis au Nigeria. Nous sommes là à l'époque où Goodluck Jonathan était chef d'État du Nigeria. Je vais donner une précision supplémentaire. Après l'élection de François Hollande, première visite de François Hollande en Afrique, François Hollande est au Nigeria. J'avais fait un post sur Facebook où j'avais dit, vous aurez du terrorisme. Je l'avais écrit et je peux rechercher ce post. Nigeria, pays de culture anglo-saxonne. Et personne ne se posait ces questions. Eh bien, quelques mois après, nous avions Boko Haram. Pire que ça, quand le BIR attaquait Boko Haram, enfin, contre-attaquait vis-à-vis de Boko Haram, j'ai dit Boko Haram se repliait au Nigeria et le BIR ne pouvait pas intervenir sur les frontières, dans les frontières qui n'étaient pas, à l'intérieur des frontières qui n'étaient pas camerounaises. Le Cameroun a demandé, parce que le Nigérien n'y arrivait pas, vous vous souvenez tous, les Nigériens qui se disaient c'est pas possible, Boko Haram ne peut pas rester au Cameroun, mais nous on est incapable de s'en débarrasser. Des Nigériens publiaient, ben moi je vais demander la nationalité camerounaise. Parce que l'armée camerounaise, elle est capable de contrer Boko Haram. Évidemment, on ne pouvait pas faire tout le travail parce qu'il y avait un repli dans un État voisin. On se souvient tous, pendant l'élection présidentielle, Buhari, Goodluck Jonathan. On se souvient de M. Buhari qui dit, moi, je ne comprends pas ça, je gagne l'élection, j'en finis avec Boko Haram. Très bien, Buhari a gagné les élections. Premier voyage aux États-Unis, vous vous en souvenez tous. Il dit, donnez-moi les armes, je vais en finir avec Boko Haram. Consultez la presse. Qu'est-ce que Buhari va déclarer à son retour des États-Unis? Ces gens ne veulent pas me vendre des armes, ils soutiennent Boko Haram. Heureusement,
que lui au moins était de bonne volonté, qu'est-ce que Buhari fait? Il donne le droit à l'armée camerounaise d'aller chercher Boko Haram dans les frontières nigériennes. Cette armée camerounaise-là, c'est elle même qui allait dératiser Boko Haram au Nigeria avec l'armée tchadienne. Ça, ce sont des faits. Effectivement. Je ne fais pas de débat. Voilà, effectivement, et Linda Laboui, je vous retrouve, quand on parle de cette armée camerounaise, on parle aussi justement de celle-là qui, dans les forêts de Sambisa au Nigeria, a combattu, a éradiqué Boko Haram, qui a dû quitter justement le territoire nigérien, pour ceux qui ont pu quitter, pour se retrancher dans les îles, notamment du lac Tchad, avant la ceinture de feu qui allait être allumée par la suite par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, toujours en appui, avec l'appui l'armée aérienne du Niger également, dans une véritable chasse à l'homme qui avait été lancée là-bas. Alors, quand on regarde dans cette configuration, comment est-ce que vous percevez cette arrivée d'Emmanuel Macron? Est-ce qu'il arrive quelque part pour imposer dans un agenda camerounais, en parlant notamment de la succession du président Biya, pensez-vous? Macron ne peut pas. Bonsoir à tout le monde d'abord. Bonsoir à vous, Afrique Média. Macron ne peut pas arriver au Cameroun comme si qu'il arrivait sur un terrain conquis. Le Cameroun a un passé. Il a un passé houleux. C'est un pays qui a connu le napalm français, qui a connu plus d'1 million de morts, qui a connu la misère, qui a connu, je ne parle même pas de la colonisation au sens propre. Donc Macron sait très bien où est-ce qu'il arrive. Il n'arrive pas au terrain conquis. Il revient là où tout a commencé. Beaucoup de gens ignorent ou ils oublient d'où le sentiment anti-français est parti. Il n'est pas parti du Niger, ni du Burkina, ni du Mali, ni de l'Algérie. Le sentiment anti-français est parti du Cameroun. J'aurais souhaité qu'on fasse des émissions comme ça sur Afrique Média par rapport au Cameroun, parce que c'est un pays très intéressant, par Afrique Média, déjà par son Excellence le Président Paul Biya, qui nous permet quand même de nous exprimer, alors qu'on lui reproche d'être démocrate, et il empêche ses opposants de faire de la politique, alors que c'est tout le contraire, c'est faux. Donc Macron revient à l'endroit où tout a démarré. La France elle croyait que en mettant des oligarques, ces oligarques, ils allaient gérer à sa place et ils allaient s'enrichir en enrichissant aussi un peu la France et travailler pour des intérêts français. On le voit depuis Sarkozy que c'est tout le contraire. La France s'appauvrit, les oligarques ont pris bien le pouvoir. Si on parle de Bolloré, vous en savez plus que moi certainement, vous étiez concernés. Mais si on parle de Dassault, il a fait reculer l'armée française parce qu'il a le monopole des armes. On peut parler d'un tas d'oligarques français, c'est catastrophique ce qui se passe avec eux. Et ils sont la cause de cette perte en puissance de l'Afrique concernant les Français. Donc Macron ne vient pas au terrain conquis. Macron revient là où le crime a commencé. Il vient pour essayer de regagner le cœur du Camerounais. Je vous assure que ce que je vous dis là, je m'intéresse beaucoup à ce pays. Quand je suis arrivée en France, c'est la communauté camerounaise, c'est la première que j'ai fréquentée ici, donc je connais pas mal de choses là-dessus, je connais leurs opinions, tout ça. J'ai dit ce matin sur Ligne Rouge que il y a 3 communautés que la France craint à Paris quand ça bouge. C'est la communauté zaïroise, camerounaise et algérienne. Ces 3 communautés africaines pèsent très très lourd. Je vais répondre au monsieur tout à l'heure. Une armée, c'est pas l'armée conventionnelle et c'est pas le matériel. L'armée d'un pays, quand ce ne sont pas des mercenaires, c'est d'abord la conviction et le dogme. C'est ça qui fait la puissance d'une armée. On a vu les Américains se sauver de l'Irak, se sauver de l'Afghanistan. On voit Hamas, on voit contre Israël, ils font peur à Israël, réellement avec tous les appuis que Israël possède. On voit les Sahraouis du Sahara occidental, ils sont 700-800 000
Marocains sont 40 millions. Une armée, ce n'est pas uniquement des armes. Une armée, c'est la conviction des personnes. L'armée camerounaise, c'est une armée qui sort du peuple. Ce n'est pas une armée de mercenaires qui est là. C'est une armée qui défend ses frontières. C'est une armée qui agit au salut du pays. Ça, il faut pas l'oublier et c'est important ce que je dis. Parce que souvent, on parle de la puissance des Américains, des Français, non, l'armée, c'est pas ça. Ce que Monsieur Poutine a réalisé, ce n'est pas uniquement le matériel. Parce que jusqu'à il y a les 2-3 semaines, il a utilisé, l'armée russe a utilisé des armes qui datent depuis l'époque soviétique. Et ils ont enregistré des résultats extraordinaires par les Tchétchènes qui, eux, en veulent justement à l'Occident, et par l'armée russe qui défend son territoire et son peuple et les russophones. Donc c'est ça une véritable armée. C'est pas le matériel uniquement et c'est pas l'argent uniquement. Linda, alors avant de passer à un autre point qui a été cité notamment dans la presse camerounaise concernant cette venue d'Emmanuel Macron, rappelez que là on parle d'Emmanuel Macron qui devrait discuter d'une certaine situation de l'opposition avec le président Paul Biya. On va avant donc de passer à ce point, je voudrais vous donner la parole, Christian Dioko, j'espère que vous êtes connecté. Alors, quand on revient donc à cette armée camerounaise aujourd'hui et aux moyens dont dispose le Cameroun pour pouvoir se défendre, alors quelque part, on a du mal à comprendre votre pessimisme quand on voit que la France elle-même a quitté le Mali sans toutefois être capable de permettre au Mali de récupérer ne serait-ce que ou alors de ne pas perdre pratiquement 70% de son territoire, alors que quand elle arrivait, le Mali, il s'agissait uniquement du nord du pays. Alors comment est-ce que vous pouvez penser que cette armée française peut être plus forte que l'armée camerounaise qui a dominé Boko Haram pendant de si longues années en maintenant les frontières du Cameroun? Ça c'est d'un. Et de deux, pour vous, est-ce que la solution à la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, est-ce que les solutions ici sont militaires, de votre point de vue? Merci pour ces questions. Donc, pour commencer par la comparaison entre l'armée camerounaise et française, nous devons faire preuve d'humilité quand même. Nous devons être assez humbles. Vous savez, la sagesse commence lorsqu'on respecte les personnes qu'on a en face de soi. Vous m'écoutez? Oui, écoutez-moi très bien, Monsieur Ndioko. Je reçois la question. Est-ce que vous m'écoutez attentivement? Oui, je vous écoute attentivement. Alors, je vous cite deux armées conventionnelles face à une menace qui est non conventionnelle. C'est-à-dire que je vous cite l'armée française engagée au Mali, une opération qui s'appelle Barkhane, dont le but était d'éradiquer les terroristes du Mali. Et je vous parle de l'armée camerounaise face à une autre menace non conventionnelle qui s'appelle Boko Haram, qui est la secte terroriste la plus meurtrière au monde, avec plus de pratiquement 20 millions. On parle d'un peu plus de 26 000 victimes aujourd'hui de Boko Haram. Alors, soyez aussi modeste et faites-nous une comparaison simple. Donnez-nous objectivement la perception que vous avez de ces deux armées face à une menace qui pratiquement est la même. Ah oui, ça je vous dirais d'abord, il faut d'abord se poser la question de savoir qui est à l'origine du terrorisme au Mali. Nous savons tous que la France avec l'OTAN a détruit la Libye. En détruisant la Libye, elle a offert gracieusement des armes aux terroristes qui sont descendus. Qui est à l'origine véritable du terrorisme au Mali? Et dès lors qu'on se pose cette question-là, on comprend parfaitement que l'armée française n'a jamais eu l'intention de faire tomber les terroristes du Mali. On ne peut pas parler de l'armée française au Mali. Elle n'a jamais eu cette intention. Maintenant, s'il faut revenir... que faisait-elle? Et de votre point de vue, que faisait-elle là-bas? Mais vous savez tous que en politique, il y a ce qu'on appelle la comédie, faire semblant. Vous savez tous, la France a fait semblant au Mali. Alors, dans ce cas, je retire ma question, elle ne se pose plus et on va continuer dans le débat. Alors, Emmanuel Macron qui a été interpellé par un activiste camerounais, notamment autour de ce qu'il pourrait faire pour l'opposition camerounaise. Je vous propose de suivre cet extrait et on revient derrière pour tenter de comprendre ce que va faire Emmanuel Macron au Cameroun. L'élément, s'il vous plaît. Voilà, merci.
Monsieur Macron, il y a Paul Biya qui tue les Camerounais, monsieur Macron. Il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. Paul Biya tue les Camerounais, monsieur Macron. Nous sommes des Camerounais, nous sommes des morts, monsieur Macron. Monsieur Macron, s'il vous plaît, monsieur Macron, s'il vous plaît. Oui, monsieur Macron, mon pays, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. S'il vous plaît, monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, monsieur Macron. C'est un honneur pour moi, c'est un plaisir de vous voir, monsieur Macron. Moi aussi. Il y a plus de 22 morts. Je sais. Qui sont morts calcinés, monsieur Macron. Je sais ça. Nous sommes des Camerounais et nous souffrons. J'ai pris la Méditerranée, monsieur Macron, je vous ai écrit et vous avez répondu. Vous savez mon engagement sur ce sujet. J'ai mis la pression sur Paul Biya pour que d'abord il traite le sujet de la zone anglophone et ses opposants. J'avais dit, je ne veux pas qu'on se voit à Lyon tant que le général Camteau n'est pas libéré. Il a été libéré parce qu'on a mis la pression. Là, la situation est en train de se redégrader. Je vais appeler la semaine prochaine le président Biya et on mettra le maximum de pression pour que cette situation cesse. Je suis totalement au courant et totalement impliqué sur les violences qui se passent au Cameroun et qui sont intolérables. Donc je voulais vraiment... je vous remercie. Je fais le maximum. Je vous remercie, monsieur Macron. Mais il y a plus de 12 000 morts aujourd'hui. Nous, les jeunes Camerounais, nous prenons la Méditerranée parce que nous avons à la tête de nos États des dictateurs. Monsieur Macron, la France est un État de droit. La France est un pays de droits de l'homme. Elle ne peut pas soutenir les dictateurs. Mais l'Afrique a besoin du soutien de la France, monsieur Macron. Là-dessus, je redirai clairement, je parlais à Jeune Afrique. Nous sommes, très clair, simplement, la France, elle est toujours prise dans un rôle, si je puis dire, compliqué en Afrique. Nous sommes un État de droit, nous défendons l'État de droit partout. Mais quand en Afrique, un président français dit tel dirigeant n'est pas démocratiquement élu, les Africains disent « Mais de quoi venez-vous vous mêler? Vous n'avez pas à nous donner la leçon. » Donc moi, j'ai dit partout, je veux des dirigeants démocratiquement élus. Et là où ils ne sont pas démocratiquement élus, je travaillerai avec la société civile. Je mets la pression sur chacun et je travaille avec l'Union africaine et les organisations régionales pour mettre la pression. Quand le président Kabila était là, il y avait comme vous des opposants dans son pays. On a mis la pression, on a travaillé avec plusieurs autres présidents. On a réussi à ce qu'il y ait une alternance politique pour avoir le président Tshisekedi. Sur le président Biya, je lui ai dit, il doit rouvrir le jeu, il doit décentraliser, il doit libérer les opposants politiques, il doit faire respecter l'état de droit. Je mettrai tout ce qui est en mon pouvoir pour le faire, je veux vraiment que vous le sachiez. Mais ce n'est pas la France qui peut faire la démocratie au Cameroun à la place des Camerounaises et des Camerounais. Je le comprends, monsieur le président, sauf que quand il vient de prendre de l'argent en Afrique, quand il vient vous prendre de l'argent, c'est pas un ingérence. Si la France donne de l'argent au président africain. Moi là-dessus on est très vigilant, j'aurai l'occasion d'y revenir dans notre stratégie sur l'aide publique au développement. Nous finançons des projets. On ne donne pas d'argent à un président ou à un gouvernant. Sauf que ces projets que vous financez sont détournés. Alors non, si vous avez des sujets de détournement, faites-les-moi savoir, parce que partout on fait de l'évaluation, on vérifie, mais à commencer par des pays comme le Cameroun, on a besoin de financer des ONG, des gens qui aident la population civile. Il y a une dernière doléance, monsieur le président. Il y a des opposants au Cameroun, il y a une femme, Rosanne Dimeni, qui est en prison tout simplement parce qu'elle a demandé le boycott. Est-ce que vous pouvez faire qu'on libère ces gens? Parce qu'on sait que quand vous passez un coup de fil à M. Biya, il le fait. J'espère. Est-ce que vous pouvez me donner les noms? Je vous enverrai le nom, monsieur le président. Dites-moi qui je parlerai avec cette personne. Qui prennent les noms. Rosanne Dimeni, Mamadou Mota. Mais si je vous dis oui, je vais les oublier. Je ne vais pas vous mentir. D'accord, monsieur le président. Je préfère qu'il y ait quelqu'un qui les note. D'accord, monsieur le président. Et qui les donne à mon conseiller africain. Je suis juste un activiste. Je suis un activiste. J'ai pris la Méditerranée pour venir en France. La France est un état de droit et ne peut pas supporter ce genre de choses. Très bien. Oui, pardon. Monsieur va vous donner des noms qu'il faut me donner à Franck Paris pour mon appel à Biya. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur le président. Bonjour. Bonjour à vous. Voilà. Comment allez-vous, madame? On continue. Vous allez bien? Oui. Bonjour, madame. Pardon. Comment vous voulez qu'on fasse? Vous me faites un mail avec tes noms? Oui, vous me donnez. Ça vous va? Retour sur ce plateau et tout naturellement, je commencerai par vous, Christian Djoko. Voilà, je vous retrouve et
Que pensez-vous de cette vidéo? C'est-à-dire que d'Emmanuel Macron, qui est perçu ici un peu comme ce sorcier blanc, qui a la panacée, c'est-à-dire la solution miracle à tous les problèmes qui peuvent survenir, et surtout qui a le bâton et la carotte, qui a tout, quoi. On voit pratiquement ici un super homme qui viendrait ici en Superman sauver le Cameroun. Alors, est-ce ce qu'il vient faire, Emmanuel Macron, de votre point de vue, le 25 de ce mois de juillet? Dit clairement, il ne vient pas sauver le Cameroun. Allumez votre micro, s'il vous plaît. Ça va, vous m'écoutez maintenant? Oui, alors, peut-être que je vais reprendre la question. Okay. Non, j'ai bien suivi la question. Ouais, je vous alors, dis clairement, oui. Monsieur Macron ne vient pas sauver le Cameroun, ça c'est clair. Maintenant, cet échange entre un activiste, voilà, surnommé Calibro, et Monsieur Macron est un échange très intéressant pour la simple raison que il nous démontre clairement que la France reste et demeure le maître dans la majorité des pays de l'Afrique francophone. Évidemment que M. Macron, le président de la France, peut faire quelque chose au niveau de ce qui se passe au Cameroun. Ça, c'est clair. M. Macron dispose... Vous y croyez. Alors, vous y croyez en ces super pouvoirs, pratiquement. Permettez que je mette cela entre guillemets. Mais vous y croyez. Alors, maintenant, je vais vous demander, est-ce Emmanuel Macron qui a fait libérer Maurice Kamto? Ça, c'est d'un. Et de deux, il a promis la fin de la crise anglophone. Pourquoi elle n'est pas encore terminée? Comme je vous l'ai dit, la politique, il y a des jongleries, on peut faire semblant. Et il ne faut pas oublier que, de l'autre côté, M. Biya est également un grand politicien. Il n'est pas au pouvoir depuis 40 ans au hasard. D'ailleurs, il avait dit à une époque, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Il faut le dire clairement. M. Biya a des qualités, il parvient à jongler, qualité, je veux dire politique, il parvient à jongler pour se maintenir au pouvoir. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas facile de mettre M. Biya comme ça hors du pouvoir, ce n'est pas facile. Maintenant, je vous le disais également, M. Biya est parti en Russie de façon stratégique. Question de mettre justement la pression sur M. Macron afin d'obtenir ce qu'il obtient maintenant. M. Macron vient le voir maintenant à Yaoundé pour négocier en réalité aux conditions de M. Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, merci à vous. Et rapidement, je vous retrouve les téléspectateurs qui arrivent. Jimmy Deledo. Alors, vous avez écouté, enfin, je vais dire, pour certains opposants camerounais, voilà, Emmanuel Macron, quand il arrive comme ça, c'est le temps du dîner, du rendez-vous, très important. C'est-à-dire qu'il faut poser les problèmes. Alors, pensez-vous effectivement qu'il puisse, dans le contexte actuel, faire quelque chose? Bah, il y a deux éléments qui en ressortent de cette altercation, je dirais, enfin, de cette discussion. Le monsieur dit à Macron, le premier élément, c'est qu'il dit que, il avait raison, lorsqu'il dit à monsieur Macron que la plupart des dirigeants en Afrique sont des dictateurs. Ça, c'est vrai. On sait que beaucoup de dirigeants, comme monsieur Biya d'ailleurs, et je vous rappellerai qu'il a été à l'école, ce qu'on appelle l'école de la colonie en France, l'école de Paris. Alors, ce sont des gens qui sont formés au cœur de l'impérialisme, et une fois qu'ils sont formés, qui connaissent les rouages de fonctionnement de l'impérialisme, qu'on appelle aussi le capitalisme de monopole, mais ils sont renvoyés au pays pour servir les intérêts de l'impérialisme qui l'ont formé. Donc, c'est vrai, c'est ce qu'on appelle la bourgeoisie comme Prador. Monsieur Biya est issu de la bourgeoisie comme Prador. Il en est la représentation, si vous voulez. Là où je serais... Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que sur ce seul point, on peut affirmer que le président Biya est condamné à avoir une attitude de colon, parce qu'il a été à l'école justement des colonies. Alors je vais citer Victor Hugo, qui a été cité d'ailleurs le jour de l'investiture d'Emmanuel Macron. C'est Laurent Fabius qui se faisait le devoir de citer Victor Hugo en disant qu'un homme politique doit aussi savoir être l'homme de son temps. Et que Emmanuel Macron se devait aujourd'hui, au-delà de ses appartenances, au-delà de certaines convictions, être l'homme avant tout de son temps, c'est-à-dire écouter son temps et réagir par rapport à son temps. Alors pensez-vous que le président Biya jusqu'aujourd'hui est resté dans cette attitude, enfin je veux dire dans les valeurs ou alors les anti-valeurs de l'école coloniale? Disons que c'est comme tout à l'heure le camarade qui parlait avant parlait de stratégie de monsieur Biya en allant signer les accords qui pour moi ce sont des accords véritablement historiques avec le continent eurasiatique. Mais c'est compliqué pour lui parce que si il se retrouve, en fait,
finalement, qui est M. Biya? C'est un peu l'intermédiaire entre le peuple, son peuple, et l'impérialisme occidental qui l'a formé. Mais en même temps, ce qui fait qu'il a été placé par l'impérialisme français notamment, il va signer des accords avec... Attention, parce que la Russie, c'est pas seulement la Russie, c'est les accords sino-russes qu'il y a derrière. C'est le continent eurasiatique qu'il y a derrière. Ce sont les 5 stands. Ce sont l'histoire de plusieurs pays qui ont un taux de profit en accroissement fulgurant, considérable par rapport à nous. Donc si M. Biya adopte la stratégie, ce qu'on appelle en politique la stratégie des deux fers au feu, vous voyez, deux fers au feu, c'est-à-dire d'un côté il va aller signer des accords avec M. Poutine en Russie, et d'un autre côté il va discuter avec M. Macron, etc., et mettre en place les politiques de la France. À un moment, ça va se retourner contre lui, hein, parce que effectivement, l'essence de fonctionnement de l'impérialisme, ça reste l'impérialisme, exploitation à outrance et faire toujours plus de fric. Mais n'oublions pas qu'il y a toujours, même s'il y a une interdépendance des différents pays impérialistes, il y a toujours concurrence entre les pays impérialistes. S'il n'y avait pas de concurrence entre les pays impérialistes, il n'y aurait pas eu de guerre. Parce qu'on sait que les 2 guerres mondiales, ce sont tout simplement des guerres impérialistes, un repartage du monde déjà partagé. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous avez des pays capitalistes qui ont plus que les autres, certains veulent plus de part du gâteau. Donc c'est de là partent les guerres. Donc à un moment, si les différents pays impérialistes partent en guerre, ça va se retourner justement contre M. Biya. Alors ça me permet de revenir, de peaufiner sur la notion de terrain conquis. Parce qu'au début on parlait de terrain conquis. Et attention, parce que, c'est mon avis, mais ça dépend de quoi on parle. Au niveau de la superstructure, des superstructures, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'économie, le social, le politique, bah oui, c'est un terrain conquis. Est-ce que l'internationalisme du capital, est-ce que l'exportation des capitaux qui sont en mouvement au Cameroun sont des capitaux qui appartiennent à ce beau pays qui est la Cameroun? Non, la plupart des capitaux en mouvement viennent d'extérieur. Donc, au niveau des superstructures, oui, c'est un terrain conquis. Par contre, ce n'est plus un terrain conquis dans les esprits. C'est-à-dire, subjectivement, là, c'est clairement plus un terrain conquis. Et là où je suis d'accord avec le premier camarade qui parlait, qui avait une casquette, tu m'excuseras, j'ai oublié, mais c'est au peuple africain, au peuple camerounais de prendre à bras-le-corps la démocratie, et celle-là, la démocratie intégrale, l'accession à la démocratie intégrale. Je finirai par tout à l'heure le passage, là où j'étais pas trop d'accord avec l'intervenant, même si je comprends sa colère, qui est juste. Il disait que la France est un état de droit. Ben non. La France est une dictature du capital avec des extraits de socialisme. Ce qui a permis d'avoir des droits en France, ce n'est pas parce que la bourgeoisie monopoliste l'a donné parce qu'on avait des beaux yeux. C'est parce qu'il y a eu la lutte des classes, c'est parce qu'il y a eu différentes luttes des classes, il y a eu des barricades, et que le peuple français, à un moment, il a dit, je pense notamment à 68, je pense à 1830, il a dit, ben là, ça suffit, soit vous augmentez nos salaires, soit le pays tombe plus. C'est comme ça qu'on a eu des droits. Donc, dictature du capital plus dictature du capital est égale oppression des peuples. Donc, à un moment, c'est à mon frangin africain qui devra prendre ses responsabilités. Et je pense qu'il faut vraiment c'est un peu comme Thomas Sankara, le 4 août 1983, 84, lorsqu'il appelle à la formation des comités de défense de la Révolution, les CDR. Monsieur Thomas Sankara, quand il appelle à la formation des CDR, il sait très bien que le peuple de Haute-Volta conscientise, au niveau de la conscience, au niveau de son esprit, subjectivement, il a fait du chemin. Et il est prêt à prendre à la bras-le-corps l'accession de la démocratie intégrale sans passer par qui que ce soit en fait. Hein. Parce que ce nouveau monde multipolaire qui débarque, ce n'est pas un monde avec les deux pôles, un pôle pétrodollar et un pôle pétro-yuan. De toute façon, c'est deux pôles impérialistes. Et les Africains, le peuple africain, il faudra véritablement qu'il trouve sa place. Merci à vous. Alors très rapidement, en 5 minutes, je vous partage 5 minutes. Permettez Linda, on va se rattraper un peu plus tard. Je vous partage 5 minutes à Henri Atangana, Medou et à vous. Et je commence par vous, à Henri Atangana. Alors Emmanuel Macron qui vient au Cameroun, donc on a annoncé que certains opposants voudraient bien être reçus ou alors souhaiteraient vraiment être reçus. Pensez-vous que ça puisse servir à quelque chose ? Parce que simplement, on va dire que déjà François Hollande, quand il était venu au Cameroun, n'avait pas reçu l'opposition. Et pourtant, d'aucuns avaient estimé qu'il était de nature, vu les valeurs de la France, qu'il reçoive l'opposition. Il y a eu tellement de choses qui ont été dites.
et que j'ai du mal à laisser ça sans réponse. Ce sera difficile en quelques minutes. Un activiste qui explique que la France donne l'argent au Cameroun. Allez lui demander s'il sait ce qu'on appelle la monnaie, s'il sait comment la monnaie fonctionne, s'il sait ce qu'on appelle un compte d'opération, s'il sait que le Cameroun a d'avoir des devises. 100% des devises du Cameroun étaient au trésor français et que cet argent nous était prêté avec... Enfin, mais c'est du dégueulis, ça, je veux dire, ce soi-disant activiste. Dites-leur, avant d'être activiste, on se cultive un peu, un tout petit peu. Parce que quand la France nous prête notre propre argent, qu'on rembourse avec des intérêts et qu'on entend ça, on a du mal à garder son sang-froid. Ne serait-ce que ça. Et puis, M. Macron lui-même, je ne sais pas si vous avez remarqué le lapsus, il a parlé de général Camto. Très bien. Genre 2 minutes, c'est très difficile. Reposez-moi la question, parce qu'il y a d'autres choses que je peux dire là. D'autres qui pensent, qui mélangent alternance et démocratie. Et démocratie et république. Il y a un fouillis total. Il y a M. Jimmy qui a dit très bien, la France est-elle un pays démocratique? Vous savez combien de gilets jaunes ont été éborgnés? Éborgnés, c'est-à-dire que la police française tire sur un Français de souche, hein. Moi, à la limite, on va se dire, bah, c'est un Français, ni figue ni raisin. Parlons, pour ne pas prendre du temps, parce que j'ai 2 minutes, vraiment, ça mérite tout un débat. Je dis tout un débat. Parlons de la réponse. Il n'a pas reçu les opposants. Dans quel intérêt? Pourquoi il doit recevoir l'opposant? Si vous vous souvenez du célèbre livre de Ferdinand Oyono, Le vieux nègre et la médaille, c'est à ça que je pense. Quand on m'explique que Macron devrait recevoir des opposants pour avoir la médaille du colon, ça sert à quoi dans notre politique intérieure? Ça sert à quoi? C'est ce qu'on appelle l'autodétermination d'un peuple? Que papa la France vienne recevoir nos opposants? Attends, il y a eu trop de choses dites là, et 2 minutes, je vais respecter 2 minutes parce que il y a Madame Mouabedine qui doit aussi dire quelque chose. Donc, je vais chuter là-dessus. Donc, je pense pas que ce soit nécessaire que la France reçoive notre opposition. Alors, celui qui dit que la France a un temps conquis au Cameroun, on se souvient que Muammar Kadhafi a voulu créer une banque, une sorte de FMI africain. Il devait justement faire concurrence au dollar. On l'a zigouillé. Et le siège aurait dû être au Cameroun. C'était pour ça que pour humilier le Cameroun, on est venu annoncer la dévaluation du franc CFA au Cameroun. Et ça date, hein, ces choses-là. Je peux continuer à citer les événements qui font penser que ça fait quand même longtemps que M. Biya n'est pas l'ami de la France. Quand les Français se plaignent d'avoir perdu les parts de marché au profit de la Chine, vous vous souvenez de la célèbre France de M. Biya? La Chine ne prend rien à personne. C'est juste des marchés. La Chine a ses parts de marché, la France aussi. J'ai pas cité mot à mot. Ça fait quand même longtemps qu'on voit ce désamour qu'il y a la France contre le Biya. Vous vous souvenez de la réponse de M. Biya devant M. Hollande? Ne dure pas au pouvoir qui veut, dure au pouvoir qui peut. Il quitte le chez lui, il vient nous dire qu'il doit être au pouvoir chez nous. Ah, c'est-à-dire qu'il vient me dire à moi qu'il doit être mon père ou mon chef. Franchement, ça sointe de médiocrité intellectuelle. Moi, cette posture, je ne l'aime pas. Merci à vous. Et Linda Laboui, je vous retrouve. Voilà, un regard panoramique, pourquoi pas. Vous prenez la parole en dernière position sur cet axe. Et voilà, le Cameroun, l'opposition camerounaise, les moyens dont disposerait la France pour pouvoir influencer directement le champ politique camerounais. Est-ce que vous y croyez, vous? Elle dispose de moyens, bien évidemment, parce que des endocolons, il y en a sur le continent africain. On vient de le voir d'ailleurs, ce monsieur-là qui parle de pays des droits de l'homme et le pays des droits de l'homme qui a exterminé plus d'1 million de Camerounais. C'est ça le pays des droits de l'homme. Celui qui a utilisé le napalm aussi, celui qui a affamé le continent. C'est ça le pays des droits de l'homme. Donc oui, elle dispose de quelques moyens. Encore une fois, la France n'a pas les moyens. Elle n'avait pas les moyens de conquérir autant de pays et de s'installer dans autant de pays, tout comme l'Angleterre. Ils l'ont fait avec des traîtres de chaque pays. C'est comme ça qu'ils ont gardé
leur colonie et ils ont continué à gérer de loin après, une fois qu'ils ont décolonisé, par exemple, les pays africains. Donc, ils ont des traîtres. Même en Algérie, on a des traîtres. Hein. Et ils sont costauds, les nôtres. Je vous assure qu'ils sont plus costauds que tous les autres Africains. Donc, elle a les moyens. Par contre, je rejoins le monsieur là qui vient de parler en dernier. Je le remercie pour ce qu'il vient de dire. Et la France n'a pas les moyens. La France est surendettée. C'est même la Chine qui a prêté à la France 3 trillions de dollars. Ça, on l'oublie. Il y a moins de 3 semaines, Macron a voulu augmenter justement le budget militaire et on apprend par l'état-major que la France ne possède que 20 en munitions, de quoi tenir 24 heures en cas où il y a un gros conflit. Et puis, il n'y a pas d'argent pour augmenter. L'Afrique, souvent, il y a des mots qui sont pas justes envers l'Afrique. Quand on dit l'Afrique est pauvre, l'Afrique est appauvrie. L'Afrique n'est pas pauvre. C'est l'Afrique qui nourrit le monde entier. C'est à travers l'Afrique que tout le monde existe. Maintenant, pour revenir au sujet principal, parce que là, on a un peu dévié, comme si qu'on faisait le procès de monsieur le président camerounais. On a un petit peu dévié. J'avais l'impression que c'était son procès, alors que le sujet n'est pas ça du tout. Eh ben, le Cameroun actuellement la France veut le reconquérir. Encore une fois, la France veut revenir là où tout a commencé. Parce que si on relève un peu la tête, quand on met la carte géographique africaine, aujourd'hui, il y a Mario Draghi, au moment où il est en train de démissionner de son poste, il a signé beaucoup de contrats avec l'Algérie. Et de l'autre côté, il y a l'Espagne qui est en train de s'installer avec les États-Unis confortablement pour revendre le gaz américain. Donc, la place de la France est où? C'est ça qu'il faut se poser maintenant comme question. La place de la France, il n'y a pas, puisque on voit bien que le Mali, avec Alger, Moscou, ça fait une trajectoire très intéressante. De l'autre côté, si on prend le côté Éthiopie, ben c'est toujours la Russie qui est là. Après, en Somalie, c'est les Américains. Si on regarde du côté du Niger, encore une fois, le Niger, il y a une présence américaine et une domination américaine. Alors que le Cameroun, il n'y a pas de base. Le Cameroun est libre. Le Cameroun possède un potentiel extraordinaire où les Chinois commencent à venir comme partenaires commerciaux et les Russes comme partenaire militaire. Donc la France va essayer de reconquérir. Mais le président français n'arrive pas en terrain conquis. Et puis le peuple camerounais est très émancipé au niveau géopolitique. Il connaît son pays, il connaît son histoire. Et monsieur le président Paul Biya a aussi de la bouteille. C'est un monsieur qui a su naviguer. Ils ont tous sauté, mais lui est toujours là. Et même s'il est avancé dans l'âge, eh ben parfois, voilà, en Algérie, on a élu un président qui a plus de 70 ans et il est en train de nous sortir un petit peu vers la bonne rive. Eh ben ça va être pareil avec le président camerounais que je salue. Merci à vous, Linda Laboui. Merci à vous, messieurs. Voilà, restez installés en multiplex. On va rapidement donner la parole aux intervenants. Ils sont nombreux en multiplex, au téléphone autant pour moi. Et donc, on va vous donner la parole maintenant, messieurs, afin que vous puissiez nous donner le regard que vous portez sur cette venue d'Emmanuel Macron au Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, c'est moi. Bienvenue à l'antenne. Je n'ai pas le retour. Oui, très rapidement, s'il vous plaît, en 2 minutes maximum. Allô? Est-ce moi? Je n'ai pas le retour. Ok, bon, je parle.
Et d'abord, Guy Pondok, je vous remercie pour vos efforts. Et je remercie vos invités, Linda, et puis Jimmy et les autres. Et le jeune qui est, je ne sais pas si c'est à Paris qu'il est, je le salue aussi. Et d'abord, je commence par remercier le président, son Excellence, Patriarche Paul Biya. Je le remercie sincèrement du fond de mon cœur. Il a su, Dieu l'a gardé, il a su ne pas brader les richesses de son pays à ce charognard jusqu'à aujourd'hui, au moment où il se prépare pour quitter ce monde. Vraiment, nous le remercions. Il a fait son mieux. C'est un sage. La part dont nous pensons, sinon, si c'était comme nous, on allait dire de lui présenter la table de Poutine. Mais comme c'est un sage, il va le recevoir tranquillement. Mais c'est aux Camerounais de savoir que ce patriarche a laissé un héritage énorme pour eux. Je sais qu'il y a au Cameroun des gens comme ça qui réfléchissent. Sinon, il n'a pas signé les accords avec la Russie. Malgré l'existence de ces francs-maçons qui sont les relais de la France dans le pays. Le Cameroun a pu signer le contrat, un accord avec la Russie, c'est très important. Alors nous disons à cette personne-là, comme le jeune qui vient de parler, à propos de cet entretien avec ce calibre, je ne sais pas quoi, avec cet enfant, le président français, mais ce jeune qui est en campagne, je ne sais pas quoi, je ne sais pas s'il est en France, ce jeune invité, ce qu'il a dit, vraiment ça m'a attristé. Que nous avons déjà, jusqu'à ce jour, aujourd'hui, 18 juin 2022, un Africain qui parle comme ça, qui voit ce que Macron, c'est derrière, c'est ce que Macron vient de dire, encore répéter, à nos chefs d'État africains, on va dire oui, c'est bon, mais vraiment ça nous étonne, mais on ne peut pas le courage. Alors, Guy Pondok, mon souhait c'est ceci. Rejouer cet entretien-là, jouer ces moments-ci régulièrement sur les radios pour que les Camerounais écoutent ce que la France dit du Cameroun. Mais c'est quand même triste. Ne perdons pas le courage. Macron viendra, il sera humilié et même il va payer le prix. Que Dieu bénisse. Nous sommes en guerre. Merci. Contribution, même s'il est vrai qu'on ne peut pas déclarer qu'on est en guerre, nous tentons simplement de comprendre cette venue et nous recueillons les avis des uns et des autres autour de la question sans toutefois encourager à toute forme de violence. Bonsoir et bienvenue, bonsoir. Allô? Allez-y, nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Bonsoir. Parce que un gamin de 43 ans, de 45 ans ne peut pas parler au chef d'État qui peut être son père. Il dit un président comme lui. Hein? Alors, j'attire également l'attention à notre frère qui est à côté là pour lui dire qu'il ouvre grand les yeux et qu'il comprenne que c'est un montage, c'est une mise en scène. Quelqu'un qui a traversé la Méditerranée peut se retrouver à côté du président Macron comment et s'exprimer, qu'il ouvre grand les yeux, qu'il comprenne que c'est juste une mise en scène. Qu'il ouvre grand les yeux, on est dans une lancée, dans une dynamique qui ne vient pas nous refroidir. Hein? Je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, au Burkina Faso, au Parlement, un président français était en visite au Burkina Faso. Un jeune lui a posé une question, ça a fait débat. Il a suivi des choses. Qu'il ouvre grand les yeux. Excusez-moi, peut-être que je ne sais pas comprendre, mais je suis un peu très gonflé là. Excusez-moi, bonne soirée, monsieur. Merci. Merci à vous pour votre intervention. Et le standard, nous y restons avec cet autre appelant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, nous vous écoutons. Allez-y, s'il vous plaît.
Allez-y, nous vous écoutons. Et voilà, rapidement, donc on va quitter le stand-là et tenter de donner un dernier mot, un tour de table. Voilà, un dernier mot à nos invités. Je commence par vous, Jimmy Deledo, analyste politique. Allô. Voilà, on va sortir très rapidement en 1 minute en nous concentrant cette fois-ci sur ce qui pourrait être le véritable, l'un des grands enjeux de cette venue d'Emmanuel Macron au Cameroun. Il s'agit bien sûr de la question, de la signature des accords militaires avec la Russie et pour beaucoup d'analystes, voilà, le président Macron va tenter de faire en sorte que le président Biya revoie un peu sa copie. Ouais, tout à fait, mais vous savez, l'impérialisme a d'expérience dans 2 choses. Il a d'expérience dans la gestion des capitaux et dans la gestion dans la violence. Gestion de capital et violent, il est violent. On se rappelle des Gilets jaunes, très justement, le camarade l'a rappelé, effectivement. Donc il va essayer concrètement, il va essayer de récupérer ce qui peut être récupéré au Cameroun, ce qui subsiste de malheureusement des colonies, ce qu'on a appelé des colonies de l'impérialisme français. Mais malheureusement, ça fonctionnera pas parce que je ne pense pas, parce que le peuple camerounais a très bien compris que de toute façon, son avenir se situe à l'est et que, encore une fois, faut pas confondre. Je pense que il faut être rationnel. Hein, si vous analysez un petit peu les bases de l'économie, ce qu'il faut pour créer du profit, il faut 2 choses. Moyens de production, force de travail. Rien que la Chine, ils sont 1,8 milliard, je crois. Ils sont plus de 2 millions. L'Inde, ils sont tout autant. Si vous faites un calcul, force de travail, moyens de production, continent asiatique, le taux de plus-value, donc taux de profit en devenir, est énorme. De toute façon, l'Union européenne ne peut pas être concurrentielle, et de plus, l'Union européenne des monopoles est totalement subordonnée à l'impérialisme nord-américain qui, lui, voit sa monnaie se casser la gueule. En fait, ce qui se passe, c'est une avalanche sociale. C'est une véritable avalanche sociale. Les Camerounais ont été malins, parce que le peuple camerounais a commencé, comme les Nigériens et les autres, ont commencé à amorcer le nouveau travail de construction économique et sociale avec le continent asiatique. J'espère qu'ils continueront ce travail-là. Et je crois et je finirai par ça, ce qu'il faut, c'est un front mondial des peuples. Pour moi, il n'y a pas de différence entre le travailleur français, le travailleur camerounais, le travailleur nigérien, le travailleur ivoirien. Finalement, on est tous des exploités par une seule classe, la classe des plus riches. Il faut un front mondial des peuples contre nos gouvernements. Tangana, je vous retrouve très rapidement. Rappelez que cette visite a une particularité au Bénin. Voilà, le président Macron répondra à une invitation de Patrice Talon. Voilà. Au Cameroun, par contre, on n'entend pas que c'est une invitation de l'État du Cameroun. Donc là, je déduis très rapidement qu'il s'agit d'une visite à la demande de M. Macron. Oui, en fait, remarquez comment l'information elle est connue. On appelle ça en communication un teasing. On balance l'information pour tester l'opinion publique. Ça, c'est bon, il faut savoir ça. C'est encore pour l'instant un teasing pour bien apprécier l'opinion publique. Parce qu'il n'y a pas d'information officielle dans le cadre de la visite au Cameroun. C'est bien la preuve que c'est M. Macron qui aimerait aller. Ça, la deuxième chose, c'est que c'est des histoires de pétrole. L'Europe va souffrir des sanctions contre la Russie. Et là, il faut essayer de savoir où on peut trouver de l'énergie. Comme M. Dalido a dit, le capitalisme, il fonctionne avec quoi? L'énergie et le capital. Pendant l'esclavage, comme il n'y avait pas de pétrole, l'énergie, c'était nous. On était esclaves. Puis il y a eu la colonisation. Voilà. Et c'est parce qu'il y a eu la machine à vapeur et le pétrole que les décolonisations sont sorties. Et alors, c'est le problème fondamental. Ils ont pris des sanctions contre la Russie. Et vous avez vu comment le rouble a explosé. Non seulement, ça c'est du point de vue économique, mais du point de vue géopolitique, la Russie et tous les pays du monde ont compris qu'avoir ces ressources dans le pays d'un autre, dans la devise d'un autre, l'autre il peut geler. Ils ont bien gelé les dollars et les euros de la Russie en Europe. Alors, l'Europe a réagi surtout avec des sanctions qui les pénalisent eux-mêmes. Risque de 6 millions de chômeurs en Allemagne. La visite, c'est pour essayer de trouver partout où on peut trouver l'énergie. Bon, mais non, c'est pas, accessoirement, il peut y avoir des données politiques ou des données que j'appelle politiciennes.
celui qui va me faire croire que M. Macron aimerait savoir s'il y a la République ou la démocratie au Cameroun, il n'a rien compris de l'histoire. C'est son souci secondaire. Merci. Merci à vous, Henri. Merci. Et Linda Laboui, je vous retrouve également. Non, plutôt Christian Djoko. Voilà, Christian Djoko, on va sortir très rapidement. Voilà, on voit très clairement qu'il n'y a pas que les questions de démocratie ou alors, enfin, ce que pourrait faire la France dans une éventuelle succession du président Biya, même si celui-ci a dit qu'il n'y a pas de dauphin parce que cela renverrait à la monarchie. On voit que les questions liées à l'énergie vont être au cœur de cette rencontre. Vous, qu'en pensez-vous? Évidemment que la France a besoin de ses colonies. Bon, disons, le thème actuel, c'est néocolonie. La France en a besoin pour s'en sortir, ça c'est clair. C'est pour cela que justement la visite de M. Macron au Cameroun a pour but effectivement de maintenir le Cameroun sous le joug colonial français, il faut le dire. Il ne faut pas penser que M. Biya dispose du courage, je dis bien du courage pour faire face aux requêtes de... Ça, il faut le dire clairement, il ne faut pas le croire. Il ne faut pas seulement le dire, Christian Djoko, il ne faut pas seulement le dire, on n'est pas à l'église, il faut le prouver également. Le président Biya a fait 15 enfants allés en France. Il faut le prouver, je peux vous dire. Alors, Jean-Yves Le Drian, il y a 4 ans, Jean-Yves Le Drian venait au Cameroun pour relancer la coopération entre le Cameroun et la France. Il a dit dans un discours que vous avez suivi sur Afrique Média. Alors, vous appuyez sur quoi? Pour parler du... Je vais vous dire ceci. Déjà, vous êtes d'accord avec moi que M. Biya a accepté... Il a accepté les accords ACP il y a quelques années, sous la pression effective de l'Union européenne. Alors que le président Déby de l'autre côté du Tchad était contre ces accords. Vous convenez avec moi que M. Biya, qui d'ailleurs, parce que il est présenté par certains Africains comme étant un panafricain, qui d'ailleurs a toujours aimé passer du temps à Genève, à l'hôtel intercontinental de Genève, ne peut être présenté comme quelqu'un qui bosse pour le bien-être de l'Afrique. S'il préfère passer ses vacances quelque part dans un pays européen. Concernant maintenant son courage, oui, M. Biya a peut-être eu à dire à M. Hollande à l'époque que ne dure pas au pouvoir qui veut mais qui peut. Mais nous savons tous que en 40 ans de règne, M. Biya n'a jamais eu le courage d'évoquer le thème essentiel, le franc CFA. Est-ce que en 40 ans de pouvoir sans partage, M. Biya a un jour parlé du problème véritable, la monnaie? Christian, on va s'arrêter là parce que il y a beaucoup de déclarations qui peuvent être... Donc le développement peut être un peu remis en cause parce que le président Biya, on sait que c'est à Yaoundé, lors d'un sommet extraordinaire de la CEMAC, que la question de la réforme du franc CFA de l'Afrique centrale a été posée sur la table et le comité a été créé effectivement à Yaoundé pour mener la réflexion, soit pour une sortie, soit pour une réforme. Mais on n'a plus le temps, on va sortir avec vous, Linda. Quelles étaient les déclarations de M. Biya? Oui, le communiqué final a été signé à Etoudi, au Palais de l'Unité. Tous les chefs d'État de la sous-région étaient là. Je suis en train de demander quelle est sa déclaration, il faut le dire au public, quelle est sa déclaration concernant le franc CFA. Qu'est-ce que M. Biya Paul pense du franc CFA depuis 40 ans qu'il est au pouvoir? Voilà, et donc il y a la déclaration donc, de Yaoundé que vous allez lire, et puis on aura d'autres espaces pour nous exprimer là-dessus. Linda Laboui, voilà, je vous retrouve, je vous dis merci d'être passé ce soir. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, mais j'ai une réponse à ce monsieur. Vous savez, je suis de la génération d'après-guerre. Dans les années 70, on traitait le président Boumedienne de dictateur parce qu'il avait pris un paquet à l'époque d'islamistes, il les a mis en prison, il a pris un paquet de berbéristes et il les a mis aussi en prison. Et on l'a critiqué. Sauf que quand il a été remplacé par Chadli, le président Chadli a mis tout le monde dehors. Ça nous a coûté 10 ans de terrorisme en douce et 10 ans de guerre civile. Voilà, donc on n'a pas les éléments, on ne peut pas parler. Moi, j'estime que le président camerounais
a essayé de naviguer, il a essayé de faire avancer son pays avec les conjonctures qui se sont succédées. Il faut pas oublier une chose, qu'il est là depuis 40 ans, certes, mais il y a 30 ans, c'était la chute de l'Union soviétique et les Américains ont semé le chaos partout, alors que au Cameroun, avec les quelques problèmes qu'il y a avec, et je sais que c'est important, avec Boko Haram qui ont été ramenés par la France, c'est un pays quand même où on peut être tranquille et on dort tranquille. Celui qui n'a pas vécu ce que nous avons vécu, nous les Algériens, quand il y avait la guerre civile, il peut pas apprécier la paix dans laquelle vous êtes depuis 40 ans. Donc, il faut réfléchir un peu et avant de critiquer les présidents, il faut avoir des éléments. Et ce sont les services de sécurité qui ont ces éléments-là. J'ai tout le respect pour ce président qui est là et qui essaye d'avancer avec son pays pour le sortir de cette hégémonie colonialiste qui a semé le chaos partout. Merci à vous, Linda Lenoui. Merci également à Jimmy Delecto. Merci à Henri Atangana, Medou. Voilà, merci également à vous, Christian Dioko. Et nous vous souhaitons une excellente soirée, sans toutefois oublier de vous rappeler que le journal africain est à suivre. C'est dans moins de 10 minutes maintenant. Et quant à la venue d'Emmanuel Macron, eh bien, ce n'est pas le dernier débat. Vous aurez d'autres éditions sur les chaînes, sur les antennes de la télévision panafricaine pour pouvoir, bien évidemment, mieux comprendre autour de cette venue et de ce qui pourrait sortir de cette venue inédite d'Emmanuel Macron. Ce sera sa toute première venue au Cameroun depuis qu'il est président de la République française. Rappelez que lors du premier mandat, il n'y était pas venu. Son prédécesseur François Hollande, lui, n'y était venu que pour quelques heures seulement. Le Cameroun qui se présente toujours donc comme cette terre de fronde finalement au cœur de cette de cette dynamique géopolitique française sur le continent africain. Le président Biya qui aimait à rappeler que le Cameroun n'est la chasse gardée de personne. On aura l'occasion très certainement d'en savoir encore plus lors de nos prochaines éditions. Excellente soirée à toutes et à tous. Merci. Okay.